à mon premier épisode de podcast Journal de résilience. Ici Marc-André Gagnon, je vous souhaite la bienvenue sur un podcast qui va parler d'histoire de résilience évidemment, mais aussi d'authenticité, de vulnérabilité, de persévérance, de détermination, tout ce que il peut être utile pour passer au travers de différentes épreuves de la vie, que ce soit de rembourser des dettes, des séparations, des licenciements, whatever. Il y a plein d'événements dans la vie où on a besoin de faire preuve de résilience, de rebondir, de se relever. Parce que c'est pas le nombre de fois qu'on se retrouve au tapis qui est important, c'est le nombre de fois qu'on se relève. Donc, j'espère qu'avec mon histoire, qu'avec les différents obstacles que j'ai pu vivre dans ma vie, il y en a que ça peut, brasser, que ça peut éveiller quelque chose en eux, puis qu'ils peuvent l'appliquer pour leur propre struggle dans leur vie. J'avais besoin de faire une introduction, un peu une espèce de mise en contexte comme premier épisode. Pourquoi? Parce que, il y en a beaucoup qui me posent la question sur mes différents réseaux, TikTok, YouTube, Instagram et compagnie. Pourquoi j'ai autant de dettes? Pourquoi que j'ai accumulé 97 200 $ de dettes? Quelles sont les différentes décisions que j'ai prises qui m'ont mené à ça? C'est-tu un programme que j'ai fait à l'école en tant que tel qui m'a coûté autant cher? Pourquoi je suis rendu à autant? Puis pourquoi j'ai pas eu le déclic plus tôt de stopper l'hémorragie en tant que telle? Ben écoutez, je vais vous expliquer mon parcours. Et peut-être que même les gens du public, l'auditoire, vont pouvoir m'éveiller et me souligner vraiment des points importants dans mon parcours ou est-ce que c'est peut-être que là que ça a dérapé? Parce que des fois, même moi dans ma propre vie, j'ai ma propre vision par rapport à c'est ce moment-là qui a été vraiment le moment crucial qui m'a fait déraper parce qu'on me l'a posé la question. Y a-tu une dette, par exemple, que tu regrettes? Y a-tu une décision que tu regrettes plus que les autres? Mais peut-être même qu'en écoutant cet épisode-là aujourd'hui, vous allez vous dire « Ah, c'est ce point-là qui est important. » On va voir ça ensemble. Je vais commencer dans le fond par peut-être ma première expérience de travail, parce que c'est peut-être là que j'aurais dû prendre des bonnes décisions et qui m'auraient évité bien des casse-têtes arrivés à l'âge adulte, lorsque j'ai intégré le cégep, le baccalauréat, la maîtrise, mes premières expériences en appartement, mes premiers emprunts. Peut-être que c'est là que ça a pu changer quelque chose. On va voir ça. Mon première expérience de travail, ça a été faire du gardiennage d'enfants. Bon, j'avais une personne qui travaillait au bowling à l'époque parce que j'étais quilleur pour ceux qui sont sur YouTube, qui ont vu l'intro. Il y a une intro vidéo aussi. Donc, ceux qui sont sur Spotify ou sur Apple Podcast, vous pouvez aller voir sur YouTube. Mini-intro de 20 secondes en vidéo et en photo sur mon évolution de enfant jusqu'à aujourd'hui dans la vie de mon véhicule. Donc, oui, j'ai joué au bowling environ de 2001 jusqu'à 2008. Et je jouais là pas juste pour le loisir, j'étais compétitif. J'ai joué sur l'équipe du Québec. Je jouais dans les tournois provinciaux, je jouais pour l'équipe de Laurentides. Puis là-bas, il y avait quelqu'un qui travaillait au bar. Puis elle se cherchait quelqu'un pour faire du gardiennage de temps en temps parce que elle faisait les soirs fin de semaine. Et elle avait besoin de quelqu'un pour surveiller ses enfants, veiller au repas, parfois les leçons, etc. pour les divertir, puis les faire dormir, etc. Fait que ça a été mon premier emploi. Je me rappelle, j'étais payé 25 $ par soir à l'époque. Et là, je vous ramène, on était en 2005 ou 2006. Puis tu sais, c'était rien de compliqué, là. J'arrivais à l'heure du souper, je faisais le repas. Après ça, télé. Puis après ça, dodo. Puis après ça, de 8 heures jusqu'à 10 heures le soir, jusqu'à 11 heures le soir. Le temps qu'elle revienne travailler. J'étais sur l'ordinateur. MSN Messenger. Le bon vieux MSN. Fait comme, c'était la moitié du temps que je passais là, qui était littéralement pour faire de la surveillance. Puis de m'occuper des enfants. Le reste, c'était vraiment du temps libre. Et j'étais payé 25 $ par soir. Et je faisais 3-4 soirs semaine souvent. Donc, c'était un potentiel de revenu de 100 $ par semaine. Puis, mon maillon faible, ça a toujours été la restauration. Ça a toujours été, plus précisément, le McDo.
ça surprendra pas personne probablement aujourd'hui en entendant ça. Mais voilà, donc le 100$ par semaine que j'aurais pu mettre de côté à ce moment-là, c'était déjà une belle opportunité de mettre de l'argent de côté à 15-16 ans. Ben, il a été beaucoup dans le McDo. Il a été beaucoup dans acheter des sacs de Sun Chips à l'école. Il a été beaucoup dans m'acheter des Mountain Dew. Parce que je me rappelle à un moment donné, le premier achat qui coûte cher que j'ai voulu faire à la fin de mon secondaire, c'était de m'acheter un Xbox. Puis, il y avait un concours à l'époque. Lorsque tu achetais des Mountain Dew ou des Pepsi au dépanneur, tu courais la chance de gagner un Xbox en ayant le code de produit. Puis là, tu le rentrais en ligne, puis ça augmentait tes chances de gagner. Puis je devais avoir comme 25, 30, 40 codes. Puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est que j'aurais pu tout simplement ne pas acheter de Pepsi et de chips de la marque qui était requise pour pouvoir avoir les codes de produits. Et j'aurais pu mettre cet argent-là de côté pour tranquillement, mais sûrement, économiser pour une Xbox. Mais la patience n'étant pas quelque chose qui était vraiment inné en moi, ben j'étais pressé et tout. Là, j'étais comme non, je vais acheter pour pouvoir gagner le concours, puis peut-être avoir une Xbox plus vite. Quelle bonne idée. Mais c'est ça, quand que t'es impulsif et que t'es pas patient, ben tu prends des fois des mauvaises décisions. Ceci étant dit, ça a été sans surprise que je n'ai pas gagné cette Xbox-là. Et non seulement ça, mais j'ai peut-être jeté 100-200$ par les fenêtres en achetant des Mountain Dew et des sacs de chips. Ceci étant, fast forward 2007, grâce à un de mes amis qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était Michael Desbiens, qui était décédé d'un accident de scooter. Lui m'avait trouvé en quelques jours un emploi de commis de fruits et légumes au Maxi et compagnie. J'étais commis de fruits et légumes là-bas et j'étais commis de boulangerie. Je l'avais rencontré dans un party de la Saint-Jean-Baptiste, été 2007. Ça faisait des mois et des mois et des mois que j'appliquais pour un emploi parce que je voulais tant donc faire de l'argent et pouvoir commencer à être un peu plus indépendant parce que ma seule source de revenus, c'était le gardiennage de temps en temps, mais aussi les bourses que je pouvais obtenir au bowling. Puis, je voulais de quoi d'un peu plus comme steady. Et là, j'appliquais dans des emplois de plonge, commis de club vidéo. Ça, c'était vraiment comme mon rêve à l'époque, je pense, d'être commis club vidéo, Super Club Vidéotron. Je passais beaucoup de temps là-bas. Puis, je décrochais pas d'emploi, for some reason. Et là, quand je suis tombé sur mon ami dans le party, il était comme, ben oui, on cherche un commis au Maxi. Il m'a donné ton nom, puis finalement, 3 jours plus tard, j'avais une entrevue, puis j'étais engagé au Maxi. J'ai été là-bas pendant 3 ans et demi. Quand j'ai terminé le secondaire, je me rappelle, j'avais une aspiration, c'était d'être concepteur de jeux vidéo, animateur 3D, whatever. J'ai été en informatique tout mon secondaire. Puis le cégep que j'avais été visiter, c'était le cégep Bois de Boulogne. Il y avait un bon programme d'animation 3D là-bas. Puis finalement, je suis pas allé parce que j'étais comme ouais, mais là, tu sais, mon revenu du Maxi, faudrait que je lâche ma job, que je me trouve un autre job. Je sais pas pourquoi, mais à l'époque, je trouvais ça extrêmement un gros switch. J'étais comme, mais là, ça va me mettre dans le trouble si je lâche le Maxi, etc. Fait que j'avais laissé faire. Puis, j'avais décidé d'appliquer à la place dans le programme de technique d'intégration multimédia au cégep de Saint-Jérôme, qui est dans la même ville où est-ce que j'ai habité pendant aussi longtemps là, que 27 ans. Au moins 25 ans. Donc, j'applique au cégep de Saint-Jérôme, je suis accepté, je commence là. Donc, je fais temps partiel quasiment temps plein parce que je fais du mercredi au dimanche au Maxi et compagnie comme commis de fruits et légumes. Et là, je m'étais fait une copine en 2008, ma première blonde. Et qui dit première blonde dit des fois trop intense. J'étais un peu late bloomer là-dessus parce qu'il y en a qui avaient déjà eu 5, 6, 7, 14 blondes. Moi, c'était ma première blonde, puis c'était vraiment comme... Tu sais, je le vivais très fort. Puis là, finalement, elle a fini par me laisser comme 1 mois après le début de mon programme de cégep. Et, vous allez le voir,
j'avais un certain pattern que quand que je me faisais sacrer là, c'était très chargé émotivement pour moi, ce qui faisait en sorte que tout le reste était un peu catapulté. En gros, là, quand que je me suis fait sacrer là, ben j'ai lâché le cégep tout de suite. J'ai pas été à un seul cours de plus. Parce que c'était tellement difficile pour moi de me remettre des ruptures que, comme tout le reste écopait. Le travail, les relations amicales, je me rappelle, j'étais 2 semaines chez nous à manger des graines de muffins parce que ça rentrait pas, parce que j'avais mal au cœur puis que c'était ingérable. Fait qu'en gros, j'ai lâché ça. Je pense que j'avais manqué comme une semaine de job. Finalement, je suis retourné travailler de peine et de misère, puis je suis pas retourné à l'école tout de suite. Fait que je lâche septembre 2008. Et je suis retourné finalement au cégep à l'hiver 2010 dans un autre programme, comptabilité, gestion d'entreprise. C'est un programme qui m'avait été présenté par ma nouvelle blonde de l'époque. J'avais été faire un stage, expérience d'un jour dans le programme. Et j'avais été fasciné parce que moi, j'ai toujours été très bon avec les chiffres, les données, les mathématiques. J'ai toujours adoré ça. Et là, quand j'avais vu les cours qu'elle faisait, en comptabilité notamment, j'étais comme, ben c'est ça que je veux faire. Donc, je m'étais inscrit, j'avais été accepté et je m'étais lancé là-dedans. 2010. Et, entre-temps, il y a eu une rupture avec cette fille-là, mais j'avais eu le temps de m'en remettre avant de commencer le programme à l'hiver 2010 parce qu'on s'était laissé à l'hiver, à l'automne 2009. Et là, je fais le programme en 2010. Tout va bien. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un en 2010, à l'été. On a, en tant que tel, déménagé ensemble. J'habitais, moi, en résidence, en appartement à l'époque, en résidence du cégep. Et là, un moment donné, on s'est laissé en avril 2011, mars-avril 2011. Et là, vous vous doutez qu'il est arrivé un petit peu la même affaire. J'avais lâché ma session. Et pour ceux qui ont fait le cégep, vous le savez qu'il y a une date limite pour lâcher la session pour pas qu'il y ait d'impact, pour pas que vos notes soient prises en compte et que ça vienne salir votre cotaire. Ben moi, à l'époque, quand que je me suis fait laisser pendant ma session, c'était impossible pour moi d'y retourner. J'étais complètement déboussolé, j'étais complètement à terre. Fait que j'ai lâché après la date limite. Ce qui est absolument pas la chose à faire si vous êtes présentement au cégep, ne faites pas ça. Trouvez une façon de vous changer les idées, décidez pendant 2-3 jours de déraper si vous voulez, mais après ça, faut se mettre en mode, OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Se prioriser puis de pas se laisser envahir par ces émotions-là. Mais bref, à ce moment-là, moi, je m'étais laissé envahir. Donc, j'avais décidé de lâcher complètement et j'avais besoin vraiment de sortir de mon univers. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris probablement à ce moment-là la meilleure décision de ma vie, honnêtement. Ça a été d'appliquer pour le programme Explore. Explore, c'est un programme de langue seconde qui nous permet d'aller dans une autre province pendant une période donnée. Dans mon cas, c'était 5 semaines. D'aller apprendre la langue seconde dans une autre province avec des workshops, des ateliers, avec une vie aussi à l'extérieur de l'académique pour pouvoir apprendre à connaître nos camarades, la ville, etc., etc., etc. Bon, moi, dans mon cas, j'avais appliqué, je me rappelle, à Vancouver, puis en Saskatchewan, puis à Toronto, je pense. Puis finalement, j'avais été accepté en Saskatchewan. Donc, j'ai été à University of Regina de juillet à août 2011. Ça a été une expérience extraordinaire. Pourquoi? Premièrement, parce que je suis pas resté coincé dans mon cocon à Saint-Jérôme à pleurer parce que je m'étais donc fait sacrer là. J'ai été à la place, c'était ultra audacieux, là. J'étais à Regina pendant 5 semaines avec du monde que je connaissais pas, dans une province, dans une ville que je connaissais pas. C'était vraiment sur un coup de tête. Mais ça a été un coup de tête vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour moi. Puis, vous connaissez mon histoire un peu atypique, mes décisions qui sont vraiment audacieuses parfois, ben ça en a été une cette fois-ci parce que j'ai pris mon véhicule pour aller à Regina. Fait que pour ceux qui me disaient, mettons, par exemple, tu vas aller en char à Vancouver, nanana, j'étais comme, guys, feels like déjà vu to me, là, tu sais, parce que
justement, j'ai été à Regina en auto. Ça m'a pris 34 heures. C'était environ 2800 kilomètres. Puis on se rappellera qu'à l'époque, tu sais, là, on a Google Maps et compagnie. Tu sais, c'était tout récent, là, à ce moment-là, là. J'avais pas autant de données et tout, tu sais. Il y avait pas de 180 gigs de données de forfait de disponibles à l'époque. Fait que je m'étais littéralement marqué les directions sur une feuille lignée. C'était de toute beauté. Hey, c'était rough pour pas se perdre. Hey, je marquais chaque énoncé. Là. Tourner à droite sur telle rue. Puis là, je me dessinais une flèche. Puis je marquais le nombre de kilomètres puis le temps estimé. Puis les gars, c'était vraiment un casse-tête à planifier, mais c'était de toute beauté. Puis finalement, je me suis pas perdu. Il y avait un de mes chums qui m'avait accompagné parce que lui s'en allait au BC pour cueillir des cerises, je crois. Puis, tu sais, tant qu'à se taper ça sur le pouce tout le long, mais j'étais comme, ben, embarque avec moi. Puis rendu à Regina, ben, tu poursuivras. Ce qu'il a accepté immédiatement, puis que c'est exactement ça qu'il a fait. Donc, je me ramasse à Regina pendant 5 semaines, puis ça, c'est quand même hilarant parce que, tu sais, j'étais reconnu là-bas comme le gars qui est venu en auto, là, parce que, tu sais, tout le monde a été à Regina en autobus, en train, en avion même, mais personne n'a fait ça en auto, tu sais. Fait que ça l'a mis la table tout de suite pour des conversations, tu sais, pour des entrées en matière. Fait que ça a été vraiment le fun. Ça a été une expérience extraordinaire. J'avais l'impression de vivre High School Musical, moins les chansons, mais tu sais, comme les relations sociales que j'avais là-bas, les liens qui ont été créés, c'était vraiment comme extraordinaire. Ça l'a même perduré quelques années par après. Évidemment, à un moment donné, la vie comme prend son cours, la vie normale, fait que tu sais, j'ai pas conservé de lien avec vraiment grand monde de cette gang-là, mais pendant 2-3 ans, ça a été vraiment exceptionnel. Ceci étant, on revient de là-bas un peu plus bilingue qu'on était, si bien que j'ai pu me sauver de mon 2e cours d'anglais. J'ai pu me le faire créditer grâce à cette expérience-là de Explore. Pendant que j'étais à Explore, à la fin d'Explore, j'ai renoué avec la blonde que j'étais à l'époque, qui m'avait laissé en avril 2011. Et finalement, on décide de reprendre. Mais le problème là-dedans, c'est que elle faisait aussi un programme. Pas Explore, mais elle faisait Katimavik. Et Katimavik, son programme se terminait en décembre. Et je dois vous dire qu'on a repris au mois d'août. Ce qui fait en sorte que de août à décembre, je reprends avec une fille que je vais revoir juste dans 4 mois. C'était terrible. Terrible, pourquoi? Parce que tu as envie d'être avec la personne, de te coller, de l'embrasser, etc. Puis là, elle est extrêmement loin. Et tu ne reverras pas avant comme 120 jours. Et là, on comptait les dodos, je peux vous dire ça. 120, 119, 118. Là, c'était terrible. Puis moi, je retourne à l'école là au mois de septembre. J'ai un programme que je voulais continuer de comptabilité-gestion. Mais là, moi, je passais mes journées entières à penser à ma blonde, d'être sur Skype, puis de jaser avec elle, puis de m'ennuyer, puis de m'ennuyer, puis de m'ennuyer. Puis là, faut que je me concentre sur mon école aussi. Mais pour moi, c'était too much. Puis elle essayait de m'encourager, tu sais, oui, vas-y à ton cours, vas-y à tes cours, c'est important, nanana, pense à toi. Mais j'étais comme, ouais, mais je vais virer fou, je pense juste à toi là, présentement, tu sais. Fait que finalement, je pense qu'à ma première semaine de session, j'ai été à 2 cours. J'étais incapable de me concentrer. Fait que finalement, j'avais juste lâché. Quelle bonne idée, encore une fois. Et là, finalement, elle était revenue de Katimavik d'avance. Elle est revenue à la fin octobre, dans le coin de ma fête. Maudite belle surprise, je m'attendais pas à ça du tout. Mais, tu sais, finalement, ça avait pas fonctionné comme prévu. Il y avait eu, je pense qu'il y avait beaucoup l'effet de comme on était séparés, ça l'entretenait vraiment ce manque-là l'un de l'autre, mais un coup qui est revenu, c'est comme si c'était pas pareil. Et finalement, on a fini, tu sais, par rompre dans le coin de Noël. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux journalistes sportifs. J'écrivais des blogs pour ARDS.ca, des articles de blog. Souvent, on permettait à des utilisateurs de pouvoir s'exprimer puis d'écrire des articles, puis on les soumettait, puis parfois, les articles étaient retenus pour le site d'ARDS.ca, ce qui était vraiment le fun, ça donnait la visibilité, puis tout. Et là, je me suis dit, crème, pourquoi pas être journaliste sportif? Ça me parle pas mal plus que la comptabilité, etc., etc., puis j'aimais le monde du sport et tout, notamment les Canadiens de Montréal.
Et là, c'est alors que j'ai appliqué dans le programme de journaliste communication au Cégep de Saint-Jérôme. J'ai été accepté et tout. Et là, ça a été vraiment un déclic. Pourquoi? Je vous explique. La cotère, c'est extrêmement important, surtout si tu vas aller à l'université, OK? Puis, à l'époque, en ayant lâché pendant les sessions et tout, comme je vous disais, j'avais une cotère globale de 19,6. Ce qui est pas extraordinaire quand tu vas appliquer à l'université. Et surtout que la dernière session, juste avant, que j'avais lâché pendant la session, encore une fois, la session où est-ce que ma copine de l'époque était à Katimavik, je me suis ramassé avec des cotères pour les cours que je suivais cette session-là de comme 7, 8, 10. Puis non seulement ça, c'était des cours de base pour la plupart. J'avais français, j'avais anglais, j'avais philo parmi les cours que j'ai lâchés. Ce qui est absolument pas une bonne idée. Parce que si jamais j'étais venu pour changer de programme en cours de route, ben si jamais c'était juste les cours de cette spécialisation-là que j'avais lâché, ben si je suis diplômé dans un autre programme, en autant que mes cours de base, eux, sont pas touchés, les cotères peuvent se splitter et juste considérer les cours de base plus les cours de spécialisation qui ont rapport avec le diplôme que tu vas finir avec. En d'autres termes, si je finis par ne pas avoir de comptabilité puis que je finis en journalisme, ben on va juste considérer les cours de journalisme plus les cours de base de français, anglais, philo dans la cotère qui va être attribuée à la fin puis qui va servir à l'évaluation du dossier dans le temps d'appliquer au baccalauréat. Mais là, en ayant lâché des cours à la date limite, après la date limite, en fait, de français, anglais, philo, c'est venu tout scraper. Fait que là, j'arrive en journaliste communication. Et là, je vois que pour rentrer en journalisme, par exemple à l'UQAM ou à l'UDM, ça prenait comme 25. Mais là, j'étais à 19. Puis j'ai fait quand même beaucoup de cours. J'ai commencé en 2008. J'ai beau avoir eu une période creuse en 2008-2010 que j'ai pas été au cégep. Somme toute, j'ai quand même beaucoup de cours de compléter. Fait que pour remonter à 25, on s'entend-tu que ça prend beaucoup de cotères dans chacun de mes cours pour remonter la moyenne? Alors, en journaliste communication, ça a été vraiment un déclic extraordinaire. Premièrement, j'ai retrouvé une éthique de travail comme à la hauteur de ce que j'ai jamais vu. Je me suis mis à avoir des cotères de 30, 32, 35. Dans beaucoup de mes cours en journalisme, j'étais comme, ben voyons donc. J'étais 25, 30 en haut de la moyenne et j'étais souvent publié dans le site web de l'école de journalisme qui s'appelait Le Trouble Tête. Différents types de sujets, du journalisme d'enquête, du journalisme d'opinion. J'étais vraiment, vraiment dans mon élément. Et finalement, ben, tu sais, j'ai pas remonté à 25, mais j'ai quand même remonté en 3 sessions et demie, là, de 19,6 à 24,8. Ma cotère globale. Ça a été une remontée extraordinaire. Une avalanche de bonnes notes et de bonnes cotères m'a permis de remonter la pente. Et finalement, j'ai terminé à 24,857, si je ne m'abuse. Donc, je suis pas rentré en journalisme à l'université, mais ça a été une remontée suffisante pour me permettre d'aller à l'université. J'ai appliqué en journalisme, pas en journalisme, mais en communication, relations humaines à l'UQAM, qui était un programme plus axé sur l'intervention, le travail social, la formation, l'intervention avec des individus ou des petits groupes ou des organisations. Donc, c'était pas communication proprement dit par rapport aux relations publiques ou au marketing ou aux médias, mais c'était plus relié à des environnements de travail qui impliquent d'intervenir, de former, d'animer des groupes, etc. Donc, j'ai été accepté là-dedans. J'avais une nouvelle relation juste avant de rentrer au baccalauréat, donc qui a fait la fin de mon cégep et le début de mon baccalauréat, et finalement, on s'est laissé juste avant que je commence le baccalauréat. Et là, je me parlais dans ma tête, j'étais comme là, Marc-André, tu vas pas lâcher le bac, là. Tu vas pas arrêter, là. Non, parle-toi, là. Tu sais? Parce qu'elle m'avait laissé autour du 13 août, et je commençais autour du 27-28 août le baccalauréat. Je suis comme non, not this time.
Fait que pendant une semaine et demie, j'ai dépress, puis après ça, j'étais comme, OK, let's go, là, c'est les grosses ligues, là. Je le voyais vraiment de même, là. Je me rappelle du premier jour de mon baccalauréat. J'écoute U2, Where the Streets Have No Name. Et là, je marche vers le métro Montmorency. Et je marche littéralement, là, comme si j'étais Nick Suzuki qui s'en vient à l'aréna, là, pour sa game, là. Là, c'était vraiment mon moment, là. C'était extraordinaire comme feeling. Ça l'a passé vite, là, mais je m'en rappelle comme c'était hier, c'était vraiment, là, j'étais content d'être là. C'est comme si je venais de faire la NHL, là. J'étais extrêmement fier de moi. Pendant le bac, juste avant le bac, en fait, j'ai pris une mauvaise décision. La mauvaise décision aura été d'acheter un véhicule neuf. Mon raisonnement à l'époque était deux choses. Premièrement, je le mérite pour tous les sacrifices que j'ai faits et les embûches que j'ai rencontrées pour mon parcours scolaire. Je mérite de me gâter. Vous comprendrez que c'est quand même un peu ironique de dire je mérite quelque chose de bien pour tout le trouble que je me suis donné, donc je vais m'endetter. Surtout avec un bien qui déprécie aussi vite. Mais à l'époque, mon raisonnement, c'était ça, de me gâter. Puis c'est d'ailleurs un argumentaire qui est utilisé par les compagnies comme les vendeurs de véhicules pour te dire achète un produit, tu te mérites, tu t'es tellement sacrifié tant longtemps. Vas-y, garde-toi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça faisait absolument aucun sens, surtout pour un étudiant qui travaillait temps partiel pour essayer de subvenir à ses besoins. Autant les frais de subsistance, l'appartement, que les frais de scolarité, t'sais. Puis moi, déjà que pour le cégep, j'avais utilisé des prêts et bourses. J'avais eu des prêts et bourses, heureusement, parce que mon père habitait dans une autre région et ma mère avait des revenus très faibles. J'avais le droit à la totale, moi, en termes de prêts et bourses. J'ai habité en appartement, en colocation, à partir de l'âge de 17 ans. Donc, j'avais des bonnes raisons d'avoir accès à du prêt et bourse avec mon emploi du Maxi. Mais, je peux vous dire une chose, j'aurais pu ne pas tout l'utiliser. Mais, j'ai pas été assez prévoyant. Donc, oui, je peux utiliser l'excuse de ouais, mais tu sais, hein, j'avais ma part de loyer à payer, tu sais, puis l'épicerie, puis l'auto, puis tu sais comment que c'est, les livres, etc. Mais sauf que la vérité est que j'ai probablement dépensé dans beaucoup d'autres choses aussi. Tu sais, la restauration était, encore une fois, mon maillon faible. La cafette du cégep, tu sais. Fait que ça m'a fait extrêmement mal. Puis au baccalauréat, en achetant mon véhicule, ça m'a vraiment, mais vraiment pas aidé. Parce que oui, j'avais mon emploi à l'époque, qui m'a duré tout le bac d'ailleurs. J'étais livreur et coordonnateur au Taizone. J'ai fait beaucoup d'argent là-bas. Mais l'achat de mon véhicule me gobait énormément parce que c'était un achat. Tu sais, c'était une trentaine de mille, là, je veux dire, c'était 370$ par mois, je pense, que je payais. Puis c'était pendant 7 ans. Quelle mauvaise idée. Guys, quelle mauvaise idée. Et en plus de ça, moi, j'avais acheté ça, là, en me disant, je vais me parker à l'UQAM, je vais me prendre une vignette là-bas. Tu sais, un peu comme au cégep. Je vais me prendre une vignette, ça va me coûter 100$, ça va être merveilleux. Je sais pas dans quel monde je vivais, mais j'avais pas fait mon enquête préliminaire, à savoir combien que ça coûte réellement. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, sur les différents réseaux, quand vous engagez dans un projet, faites vos devoirs avant. Allez valider toutes les données, puis après ça, vous allez prendre une décision réfléchie. Mais à ce moment-là, je l'avais pas faite. Dans ma tête, j'étais comme, ça va être le même prix, ça va être facile, blablabla. Bon, premièrement, se rendre à Montréal, c'est un méchant party. Je me rappelle que la première fois, ça a été vraiment le bordel, là. Surtout le matin. Il y a un trafic vraiment monstre. Deuxième des choses, une vignette de parking, c'était pas 100$, c'était pas loin de 2000. Et, là, finalement, je décidais de me parker à Montmorency. Je me parquais sur la rue Brien. Parce que se parker à Montmorency, au parking Montmorency, c'est impensable. Et finalement, pour me rendre compte que c'était vraiment un monstre, le trafic. De se trouver du parking, c'était presque impossible.
à moins d'arriver super tôt. Et moi, ça me rendait très anxieux à chaque fois d'avoir à faucher la bretelle de la 15 pour pouvoir bifurquer vers la sortie Concorde et tout. C'était vraiment là c'était un mot de tête pour moi, là. C'était insupportable. Donc, à partir du mois d'octobre, donc 1 mois après le début de mon bac, je décide de y aller en train. Tu sais, j'habitais à Saint-Jérôme encore, je vais étudier à Montréal. Ben, j'étais comme, garde, je vais prendre le train de Saint-Jérôme jusqu'au métro Concorde, puis de Concorde, je vais prendre le métro jusqu'à Berry-UQAM pour aller étudier. Mais ça implique des coûts supplémentaires. Ça me coûtait, je me rappelle, le prix étudiant, c'était 192 $ par mois. Puis à la fin de mon parcours, c'était comme 210 $. Mais c'est chaque mois, c'était rentable parce que je l'utilisais chaque jour ou genre 4 jours semaine. Mais j'étais comme, OK, j'ai de me pogner un char à 400 $ qui allait soi-disant me servir pour l'école. Et là, je me rajoute un 200 $ par mois de transport pour me rendre à Berry. Fait que finalement, c'est 600 $ de transport. Et là, j'ai pas de gaz encore. Il est pas assuré, il est pas plaqué, c'était juste pour le prêt, ça. Fait que j'étais comme, mon Dieu, le département de transport va me coûter vraiment cher. Puis là, j'ai 7 ans là, de véhicule à payer. Quelle mauvaise idée, finalement. Fait que ça, je l'ai regretté énormément. J'ai regretté énormément l'achat de ce véhicule-là. Fait que j'ai mis beaucoup trop d'argent de, mettons, ma job au Taizone que j'aurais pu mettre en épargne à ce moment-là, qui aurait pu servir à financer mon école, par exemple, mes frais de scolarité, mes livres, la vie étudiante, etc. Me donner un break, ben non. Là, je fais du 25 à 32 heures par semaine au Taizone pour payer un char, pour payer mon 200 $ par mois de train métro, que j'aurais pu mettre l'argent ailleurs. C'est vraiment, vraiment désolant. Fait que finalement, ce char-là, j'ai fini par le vendre en 2016. Juste avant de déménager à Montréal, où est-ce que j'ai fait ma maîtrise, finalement. Il restait à peu près 11 000 de balance. Je me rappelle, il restait 16 000 de balance, en fait. Et je pouvais le vendre 11 000 $ au concessionnaire. Puis j'étais comme, OK, pour vrai, là, je suis tanné de mettre de l'argent sur ce char-là. Fait que j'avais économisé comme 5 000 $ vite fait pour rétablir la balance à 11 000 pour être capable de le vendre. Parce que, j'étais comme, il n'est pas question que je mette une scène de plus dessus. Fait que là, je l'avais mis kiff-kiff pour être capable de le vendre. Parce que, tu sais, je pouvais pas le vendre. Je pouvais pas le retourner sinon. Parce qu'il restait une balance dessus qui était supérieure au prix offert. Fait que finalement, je le mets kiff-kiff, je le vends. Puis j'étais comme, tant pis, bye-bye, tu sais. Et là, je finis par déménager à Montréal. Mais là, on fait un petit sommaire par rapport aux dettes à ce point-ci. À ce point-ci, je crois que j'avais emprunté l'équivalent de peut-être 25-30 000. Je me corrigerai si je me trompe par la suite. Mais je devais avoir emprunté l'équivalent de 25 ou 30 000. Parce que je me rappelle qu'à chaque année, je recevais environ 5 000 de prêts puis 11 000 de bourse. Oh que oui, by the way, j'étais très gâté. Parce que imaginez-vous si ça avait été 16 000 de prêts. Ça aurait été dégueulasse. Mais j'avais 5 000 de prêts et 11 000 de bourse. C'est donc dire qu'au bout de mon baccalauréat, j'ai peut-être eu l'équivalent de 15 à 20 000. Parce que c'était peut-être pas 100% tout le temps le cas, là, le 5-11. Là. Mais j'ai peut-être eu l'équivalent de 20 000 de prêts au baccalauréat. Puis j'avais eu ce que j'avais eu au cégep. Au cégep, j'avais peut-être 900 $ par mois, combiné prêts et bourse, mais je me souviens plus de la portion allouée à chacun. Il me semble qu'il y avait plus de prêts que de bourse à ce moment-là, pour le niveau que j'étais là, académique. C'est vraiment la maîtrise que ça l'a dérapé. Parce que là, je me disais, crème, je veux pas revivre le même problème qu'au baccalauréat. Je veux pas avoir à payer 200 $ par mois sur le transport, puis tu sais, d'être loin, puis tu sais, le problème que j'avais, c'est que j'étais comme, OK, là, je me lève à 5 heures pour me préparer, pour aller à la gare à 7 heures, pour prendre le train, pour aller à Concorde, pour prendre après ça le métro là-bas, pour me déplacer pendant une demi-heure dans le métro, que c'est insupportable, pour me rendre à Berry-UQAM, pour mon cours de 9h30, puis là, je suis né à 12h30. À 12h30, le prochain train
il est à 14h37 à Concorde. Fait que là, il faut que je tue du temps pour prendre le métro, pour me rendre à 14h37, pour arriver à Saint-Jérôme vers 15h30. Fait que je trouvais que je perdais énormément de temps. Avec le recul, j'aurais très bien pu me servir de ce temps-là pour étudier, lire, whatever. Mais à l'époque, j'étais comme, ouais, mais là, je perds du temps. Fait que là, je me rappelle une autre Saint-Jean, un autre Saint-Jean qui m'a servi à beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été pour une bonne chose. Je rencontre quelqu'un qui me dit, mais crime, si tu veux, Marc-André, prends une marge de crédit stratégique étudiante pour pouvoir financer ta maîtrise. Tu sais, si t'as peur de pas avoir d'argent là, pendant la maîtrise pour financer ton appartement, financer ton mode de vie, mais crime, prends une marge de crédit, fais ton parcours, concentre-toi sur tes cours, puis après ça, là, quand tu vas avoir fini, là, tu leur paieras, puis ça va être correct. Puis moi, j'étais comme, ben oui. À la place d'avoir du trouble de concilier le travail puis les études, puis d'avoir de l'anxiété au niveau de mes finances, je vais me prendre une marge de crédit étudiante. Ben oui. Fait que, à ce moment-là, je me suis dit, ben let's go, je le fais. Alors, dans les jours suivants, je me rends à la caisse et je fais la demande pour la marge de crédit étudiante. Et là, vu que c'était un programme style administration, je suis accepté, je réponds aux critères. Et là, on me remet 15 000 $. Comme ça. Et là, l'année suivante, je peux avoir le droit à un autre 5 000, un autre 5 000, ou c'est un autre 10 000. Mais j'ai accès à 15 000 dès maintenant, à l'été 2016 pas 2016, c'est 2017, pardon. J'ai accès à 15 000 pour m'équiper. Et là, ben, je me rappelle à l'époque, j'ai été au Ikea pour m'acheter une base de lit parce que j'avais pas de lit à l'époque. Je dormais chez ma mère. J'avais le lit là-bas, mais comme je me suis équipé en Ikea. Fait que je me suis acheté une base de lit, un matelas, je me suis acheté un meuble d'ordi, puis tu sais, ça m'a coûté peut-être, je sais pas moi, 2-3 000 pour m'équiper. Et là, après ça, ben, j'ai déménagé dans une espèce de studio, un 2,5, sur Édouard-Montpetit. Et ça me coûtait 710 $ par mois. Et là, ça, c'était au même moment que j'ai quitté Taizone. J'étais au Taizone de 2013 au mois d'août 2017. Et c'est là que j'ai lâché le Taizone. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dépendre à 100% de cette marge de crédit-là. Donc, c'est avec ça que je payais mon loyer. Le prélèvement se faisait dans mon compte chèque, mais c'était la marge de crédit qui mangeait. Parce que moi, quand je suis parti du Taizone, je pense que j'avais comme 3 500 ou 4 000 dans mon compte. Donc ça l'a épongé pendant quelques temps, mais après ça, c'est la marge de crédit qui a rentré full pin. Donc, toutes mes épiceries, tous mes loyers, tous mes prélèvements de sel, de whatever, tout passait sur la marge de crédit. Donc, j'ai eu un premier 15 000 pour la première année, mais tu sais, j'ai pas besoin de vous dire que 15 000, ça passe quand même vite quand t'as pas d'emploi. Tu sais, mettons, on prend ça sur un an. Tu sais, diviser ça par 12. C'est 1000 kek, là, c'est pas beaucoup. Ça passe quand même assez vite. Et là, en plus, à la maîtrise, j'ai eu la brillante idée de combiner ça avec les prêts étudiants, parce que je me disais, justement, crème 15 000 divisé par 12, 1000 $, ça arrive vite. Mon loyer, juste ça, c'est 710. J'habite seul. Plus l'épicerie, plus mes frais de scolarité, plus mes livres, plus les événements qu'il va y avoir pendant la maîtrise. S'il y a des soupers d'options avec des professionnels, nanana, ça va monter vite. Fait que je peux pas juste avoir ma marge. Fait que là, à côté, je me suis pris le prêt étudiant du gouvernement. Et ça, ben, il me semble que je recevais 1000 kek de plus. Je me souviens plus précisément, là, mais je recevais au-dessus de 1000 $ par mois de prêt étudiant, combiné le prêt et bourse. Fait que là, ben, c'était conjointement le prêt et bourse plus la marge qui me faisait vivre. Et j'ai pas eu d'emploi de août 2017 à avril 2020.
pendant tout le parcours de la maîtrise. Ça a été ma plus grande gaffe. Les gens qui me demandent c'est quoi ta plus grande gaffe, ça a été à l'intérieur de cette période-là que je me suis dit, je me concentre all-in sur la maîtrise, telle qui m'avait été recommandée, puis que j'ai endossé ça aussi. J'étais d'accord, je l'ai fait. Pendant ce 2 ans et demi-là, que j'ai pas fait une scène de travail, et que c'est toute la marge de crédit / le prêt étudiant qui a absorbé, ben là, on parlait tantôt du prêt étudiant qui était peut-être à 25 000, up-to-date juste avant la maîtrise, qui a monté jusqu'à 48 800. Donc, il y a un 25 000, 27 000 qui s'est rajouté à la maîtrise. Puis, combiné avec la marge de crédit qui absorbait les prélèvements de loyer, l'épicerie, etc., pendant 2 ans et demi. Au moins 2 ans et demi. Et là, le 15 000, à un moment donné, était plus suffisant. Donc là, j'étais retourné à la banque, demandé un 10 000 de plus, que j'ai obtenu. Parce que je suis dans le bon programme, je réponds aux critères. Ils m'acceptent. Sans se demander si j'ai les reins solides pour rembourser. Ben non, il est dans le programme d'administration à maîtrise. Parfait, on y donne. Est-ce qu'il y a 15 unités de cours par session? Ouais, ok, parfait, on y donne. Mais est-ce que les reins solides? Est-ce qu'il y a un bon portrait financier? Est-ce qu'il y a une bonne cote de crédit, etc.? Ben, j'avais une bonne cote dans le sens que mes paiements, j'y faisais. En fait, c'est ma marge qui les faisait. Fait que, est-ce que je pouvais vraiment les faire? C'est un autre débat. Alors, je l'ai obtenu. Puis là, ben, la COVID est arrivée. J'avais pas encore fini, moi, ma maîtrise. Moi, j'ai fini ma maîtrise en juin 2021. En juin 2021. Fait que, un moment donné, j'avais utilisé l'entièreté de ma marge de crédit. Et là, tout ce qui me restait, c'était ma carte de crédit. Ma carte de crédit qui est ma dette numéro 2. Si on va voir l'ensemble de mes 5 dettes que j'avais attaquées avant d'aller dans mon véhicule. Et à ce moment-là, la balance de ma carte de crédit n'était pas de 10 000, mais bien de 6 000. Donc, je me rappelle que j'avais pas terminé encore ma maîtrise. Je capotais depuis 2019 sur mon mémoire de maîtrise que j'étais incapable d'achever. Un travail qui frôle les 100 pages. Une recherche qui a nécessité plus de 150 sources, lecture d'articles scientifiques pour pondre une méthodologie et une recherche que j'ai fini par achever, là, mais qui m'a pris vraiment longtemps à faire. Très difficile à faire. J'ai terminé mes cours de maîtrise en décembre 2018. Et chaque session que tu n'as pas remis ton mémoire, le dernier travail à faire, et qui va mener à l'obtention de ton diplôme, on te charge une session supplémentaire. On te charge la totale, on te charge l'équivalent d'une session temps plein. Donc, techniquement, si tu as à l'œil tes finances, tu veux déposer ton mémoire le plus rapidement possible pour arrêter de te faire charger des frais. Mais moi, j'ai terminé ma dernière session de cours à l'automne 2018. Donc, j'ai eu une session chargée à l'hiver 2019, à l'été 2019, à l'automne 2019, à l'hiver 2020, à l'été 2020, à l'automne 2020, à l'hiver 2021. Chaque fois des sessions chargées. Et là, j'étais bloqué et ça fonctionnait pas. J'étais incapable d'écrire. J'avais le syndrome de la page blanche pendant de nombreux mois. Et là, les sessions, les frais de session, les frais de scolarité rentraient full pin. Et là, ça fonctionnait pas. Bref, est arrivée la COVID. Et là, j'ai fini par utiliser le 6 000 de balance. Et là, je cherchais un emploi, je trouvais pas. Finalement, lorsque justement est arrivée la pandémie, il y a eu un besoin criant dans le secteur de l'alimentation pour faire du recrutement massif de talents. Et ayant étudié en management RH, j'ai eu une opportunité de pouvoir participer avec une équipe de recruteurs, recruteuses pour aller combler les besoins
faire la recherche de talent, les entrevues, les sélections, les recommandations pour pouvoir combler les postes en épicerie. Et c'est là que j'ai pu vraiment me sortir la tête de l'eau, mais je veux dire, la première paye, c'est pas le lendemain, là. Fait qu'il y avait quand même 3 semaines, 1 mois de délai pour le premier paiement. Donc là, moi, j'étais déjà à la gorge. Donc, j'ai été, je me rappelle, chez Desjardins pour demander un coussin supplémentaire. J'ai demandé un 6 000 supplémentaire qui a servi à rembourser ma carte de crédit. Donc, je l'avais remis à 0. Mais ça faisait en sorte aussi par le fait même que ma marge de crédit était de nouveau à 100% parce que je me suis servi de 100% de mon ajout de 6 000 pour rembourser ma carte de crédit. Donc, j'ai réutilisé ma carte de crédit. Mais pas au complet tout de suite parce que j'ai fini par avoir ma première paye chez Métro. Mais au moment de commencer chez Métro, je traversais une période très difficile avec ma copine de l'époque, qu'on était ensemble pendant 6 ans et demi. Tu sais, j'avais passé un bout de rough, là, de 2019 à 2021, là, avec le mémoire et tout. Moi, j'avais sombré dans une dépression. Puis, ça marchait pas pantoute, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé ma maîtrise, elle commençait son bac. Puis, elle a fini par terminer avant moi. Sa maîtrise, tu sais. Fait que, j'ai vraiment connu une période où j'étais dans une période creuse, où j'avais aucun succès, aucun point positif. Puis, tu sais, elle revenait à la maison, puis elle voyait le pépère dépressif dans son lit avec le chat, là. C'était pas chic, là. Tu sais, elle venait de travailler à 8 heures, puis le gars à la maison, il a rien calissé, là. Mais c'est pas parce que je voulais rien faire. C'est que dans ma tête, j'étais pogné, là. Dans ma tête, là, il y en avait plus de positif, là. C'était juste du noir. Je voyais juste que ça faisait des mois que je stagnais, qu'il n'y a rien qui se passait, que j'avais écrit une ligne, que j'avais rédigé au mieux la bibliographie, mais qu'il n'y avait pas de travail qui avait été fait vraiment concret pour me rapprocher de mon but d'être diplômé. Puis pour moi, il n'était pas question que je lâche. Puis il n'était pas question que je convertisse ma maîtrise en DESS. Puis il n'était pas question que je change de programme. Moi, dans ma tête, c'était je termine mon mémoire ou je suis un failure. Tu sais? Parce qu'il y en a bien qui me proposaient, ouais, mais tu sais, rendu là, c'était pas de le finir, garde, c'est pas grave, change de programme, convertis ton programme, whatever. Puis j'étais comme, non, il est pas question que je finisse pas, tu sais. Mais je me rendais malade avec ça. Tu sais, pendant l'été précédent, mettons que je me suis pété la face pas mal sur la plage, tu sais, des bonnes brosses pour comme oublier le fait que j'étais devenu misérable. Puis mon couple a payé pour en maudit. Parce que justement, je détruisais tout autour de moi, là. C'était de l'auto-sabotage complet. Tout ce qui pouvait me rendre heureux avant me rendait malheureux maintenant. Où je ne ressentais plus de bonheur par rapport à ça. J'étais rendu complètement off de mes émotions. En fait, je ressentais que le négatif, le positif, j'étais un poker face. Fait que finalement, ben, j'ai pas besoin de vous dire que tu sais, le couple a écopé par rapport à ça, mais aussi par rapport aux finances. Parce que, tu sais, j'ai fini par le réaliser que comme j'étais en train de sombrer, là, puis que, tu sais, ma dette augmentait à coups de dizaines de mille. Puis là, ben, quand on est venu le temps de déménager ensemble, moi puis mon ex, ben, tu sais, c'est sûr qu'on finit par splitter les dépenses, puis on finit par faire l'épicerie ensemble, puis on finit par faire des sorties, puis, tu sais, elle voudrait avoir des projets ensemble, etc. T'sais. Sauf que moi, je vois juste ma marge de crédit augmenter, puis je vois juste mon... tu sais, j'ai pas de job, puis comme ça fonctionne pas, là. Fait que n'importe quoi qui implique de l'argent m'effraie au plus haut point. Moi, quand on me demande, même aujourd'hui, quand on me demande « Hey, Marc-André, on s'en va visiter les cidreries, ça te tente-tu de venir? » Moi, je suis comme, aïe, man, ça va me coûter de l'argent, ça va être fou, là. Puis là, le monde sont comme des fois, ben, on va te le payer. Non, paye-moi le pas, là. Je veux pas me faire aider, là. Mais c'est juste que moi, ça me tente pas de mettre l'argent là-dessus parce que je les vois, mes dettes, puis c'est comme tellement pas une bonne idée, là. Tu sais, il y a un côté de moi qui a le goût d'y se faire plaisir, là. J'aimerais ça pouvoir avoir des projets puis m'épanouir avec elle, puis tu sais, qu'on ait une vision ensemble, puis
de quoi de beau. Mais je suis tellement rongé par les dettes, je suis dans un tourbillon infernal, là, qui fait que n'importe quoi qui a un signe de pièce, qui est rattaché à de l'argent, me fait paniquer de l'intérieur, me fait suffoquer. Là. Fait que s'il fallait qu'elle me propose de déménager dans un endroit plus grand, plus cher, un condo, ou d'aller faire un road trip ensemble à Québec, une fin de semaine en amoureux dans une chambre avec un massage inclus, ou un souper sushi à volonté, ou n'importe quoi, un voyage, name it. Je suis comme, aïe, aïe, c'est que ça va me coûter cher, puis je vais vouloir payer parce que je veux pas avoir l'air d'un cave qui paye pas, qui est encore des standards de société de comme que j'aime pas. Mais je suis pogné avec ça pareil intérieurement, ce qui fait en sorte que ça m'étrangle n'importe quel. T'sais, je vous en parle en ce moment là, puis comme j'en ai mal au cœur tellement que comme je le file. Là. T'sais, je me rappelle, j'avais pas conscience de ça avant, mais en repensant à certaines séquences de moi dans le passé, je l'ai réalisé. Chaque fois que j'allais au restaurant, que ce soit avec une date ou avec mes blondes de l'époque, whatever, lorsqu'on avait fini de prendre notre repas puis que c'était le temps de l'addition, là, le moment proche de l'addition, je me levais, j'allais à la salle de bain. Et je restais là quand même longtemps et j'espérais que le serveur était passé entre-temps pour demander une ou deux additions et que la personne, j'espère qu'elle va répondre 2. Parce que j'avais tellement peur que ce souper-là me coûte 120$ puis que j'avais pas le 120$. Mais je voulais tellement pas décevoir l'autre. Je voulais tellement pas, tu sais, avoir l'air du chum qui s'en fout ou du chum qui veut pas s'impliquer ou que je le faisais. Mais est-ce que j'aurais refusé plusieurs soupers si c'était juste de moi? Parce que j'avais vraiment pas d'argent? Oui. Il y a bien des fois que j'aurais dû dire non puis que j'ai dit oui pour faire plaisir, tu sais. Mais ça m'a mis dans un gros pétrin. Fait que finalement, ben, ça fait en sorte que non seulement je suis plus avec cette personne-là aujourd'hui, personne qui est très heureuse aujourd'hui, puis je suis vraiment content pour elle parce que maintenant, tu sais, je la vois, je la suis, elle réalise vraiment les projets qu'elle aurait aimé réaliser plus tôt, mais que moi, j'étais pas en mesure de répondre à ces attentes-là. Fait que je peux pas m'empêcher d'être content pour elle, tu sais, c'est l'affaire la moins égoïste que je peux faire, me réjouir de ce que je sais qu'elle aurait aimé. C'est ça le pire là-dedans, c'est que je vois ce qu'elle réalise aujourd'hui puis je me dis, Caroline, sans surprise, je le sais que c'est ça qu'elle voulait, mais j'étais incapable d'y offrir. Et j'aurais pas pu, tu sais, comme j'aurais même pas pu apprendre de ça parce que là, j'étais dans une situation financière que là, je me retrouvais comme là, au mois de juillet 2024, avec 97 200 $, 1100 $ d'emprunt de taxes antérieures 2022, 2 cartes de crédit totalisant grosso modo 23 000 $, 73 000 de prêts étudiants qui combinent le prêt du gouvernement, prêt et bourse et la marge de crédit étudiante. Et là, j'étais à un point où ce que je me dis, OK, j'ai utilisé 100% de tout. Je suis dans le trouble. Et là, j'arrive pour fréquenter quelqu'un. Et je revis les mêmes struggles qu'avec mon ex. Ben oui, à chaque fois, ben, tu sais, si on chill sur le divan et qu'on écoute un film gratuit, il y en a pas de problème. Si on se colle, il y en a pas de problème. Si on va prendre une marche ensemble, il y en a pas de problème. Mais à l'instant que j'intègre le signe de pièce, tout déraille. Parce que moi, j'ai l'alarme dans ma tête qui sonne qui est comme alert, 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 ça coûte de l'argent. T'en as pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux me contrôler, moi, mes propres décisions sur ce que je fais. Je peux décider de manger 2 toasts à matin puis qui va compter pour le midi parce que j'ai le goût d'être stratégique puis de jouer à Tetris avec mon budget pour pas dépenser. Pour moi-même, je peux le faire. Quand tu intègres une deuxième personne dans ta vie, c'est difficile. Et ça serait encore pire si j'avais des enfants. Parce que tes enfants arrêteront pas de manger, là. Parce que toi, faut que tu sois sur un budget.
Donc, c'était une situation difficile pour ma part, mais j'imagine même pas pour ceux qui ont des enfants, qui ont des attentes à répondre par rapport à ça. Extrêmement difficile de penser pour 2, imaginer pour 3, pour 4, pour 5. Fait que je peux comprendre les gens qui vivent des struggles à ce niveau-là, qui ont une hypothèque, qui ont une entreprise, qui ont des enfants. Extrêmement difficile. J'ai beaucoup d'empathie par rapport à ça. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, même pour ma fréquentation que j'ai eue, ce printemps dernier, 2024, extrêmement angoissant pour elle. J'avais beau, dans ma tête, y croire, comme vraiment là, intérieurement. J'avais beau avoir un début de plan de match qui s'amorçait. C'est sûr que la feuille de route que j'avais au cours des dernières années ne jouait pas en ma faveur. Beaucoup d'adversité, beaucoup de mauvaises décisions, beaucoup de mauvais résultats. C'est sûr que c'est pas excitant, c'est pas emballant, c'est pas encourageant pour quelqu'un qui veut intégrer ta vie. Toutefois, je juge maintenant que j'ai fait suffisamment d'apprentissage pour être capable de prendre des bonnes décisions désormais. C'est beaucoup moins basé sur l'impulsivité. Je suis suffisamment capable de prendre du recul maintenant. Et je fais plus preuve de patience aussi pour avoir mes résultats. Donc, quand je fais un move, je m'attends pas à avoir des résultats dans 4 jours. Lorsque je m'en vais dans mon véhicule, je m'attendais pas à faire 12 000 en 3 semaines. Je savais que c'était un travail de longue haleine de plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais j'étais prêt à faire le sacrifice parce que je les ai vus, les années que j'ai vécues en 2017, 2018, 2019, 2020 et même 2021. Et d'avoir stagné en 2022, 2023 et début 2024. Tentant par tous les moyens de rembourser mes dettes, mais en vain, parce que je vivais, entre guillemets, un style de vie normal et je tentais tant bien que mal de vivre comme monsieur, madame, tout le monde en ayant des sorties, puis des restaurants, puis d'essayer de rembourser en même temps. Mais de pas me priver plus que ça, puis de pas avoir de sentiment d'urgence qui kick in, puis d'avoir de méthodes atypiques et audacieuses pour régler le tout. Ça fonctionnait pas à ce moment-là. C'est pourquoi que j'étais arrivé à un point où est-ce que je me suis dit, OK, enough is enough. Je n'ai pas de responsabilité présentement, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas d'emploi. Où est-ce que j'ai un horaire fixe à me commit? Je n'ai pas de problème à ne pas voir mes amis sur un moment espacé. C'est peut-être rude à dire, mais j'ai pas le choix à court terme si je veux modifier ma situation. Ce n'est pas contre eux, ce n'est pas contre les personnes. Ça me fait pas plaisir de ne pas les voir. Mais si je veux savourer mes années 2027, 2028, 2029 en montant, j'ai jugé nécessaire de sacrifier les années 2024, 2025 pour mieux vivre par après, pour ne pas faire du surplace comme 2022, 2023 et ne pas m'enterrer comme les années 2017 à 2021. Pour moi, c'était important de me concentrer sur une chose à la fois. Pour ne pas justement, par exemple, me ramasser en relation et vouloir ne pas déplaire et donc faire des dépenses que j'aurais pas fait moi-même seul. Et ne pas m'améliorer sur ma situation. Si j'ai envie d'être généreux avec les gens, avec mon temps et avec mon argent, et en termes de moments passés, tout court, c'est important que je sois généreux avec moi-même présentement en termes de temps puis en termes d'effort, parce que je peux pas reverse ça. Sinon, je vais m'enliser, puis je le sais. Donc, ceux qui pensent que parfois, ils se trouvent selfish, ben si vous avez des bonnes raisons de le faire, si vous connaissez vos motifs,
et que vous le faites pour les bonnes raisons, ben vous avez aucune raison de vous sentir comme ça. Vous faites ça pour vous améliorer. Vous faites pas ça pour le plaisir de blesser. C'est un move qui est nécessaire pour vous rapprocher de vos objectifs, de vos résultats. Par exemple, quand je voulais aller à Victoria, ou même quand je suis allé dans mon véhicule tout court, c'est pas un move qui faisait plaisir à beaucoup de gens. C'est pas un move qui rassurait beaucoup de gens. Et pourtant, c'était avant qu'il fallait s'inquiéter pour moi. Parce que c'était avant que je stagnais et que je dégringolais. Et c'est quand même ironique que c'est au moment que je pose un geste qui va me rapprocher de mes objectifs que c'est là que les gens s'inquiètent. Oui, certes, le move en tant que tel, il est bold, il est audacieux. Mais si vous savez les raisons pour lesquelles que vous les faites, ces moves-là, si vous avez fait vos devoirs, que c'est pas juste basé sur de l'impulsivité, que ça vous rapproche de vos objectifs, de vos résultats que vous convoitez, ben vous n'êtes pas selfish. C'est pas de ne pas considérer l'autre ou quoi que ce soit, c'est de vous le savez que vous le faites pour les bonnes raisons et surtout les résultats qui vont en découler de ça là. Il y a pas juste vous qui vont en profiter. Tout le monde va en profiter autour de vous. Mon sacrifice que je fais actuellement là, c'est ça que j'essayais d'expliquer à ma partenaire de l'époque, j'étais comme oui, en ce moment je dépense pas, puis ça se peut que je demande qu'on split 50-50 les factures. Puis ça se peut que j'aille vivre dans mon véhicule pendant 4, 5, 6 mois ou 2, 3 mois, on s'en fout, là. Une couple de mois. Puis ça se peut que pendant 12 mois, ça soit pénible. Mais je fais pas juste ça pour moi, parce qu'au final, là, ça va faire en sorte qu'en 2025, puis en 2026, puis en 2027, je vais pouvoir avoir des projets plus tard avec toi. Pas juste pour moi-même être capable de m'acheter un sac de chips. C'est que je vais pouvoir considérer peut-être faire un voyage en amoureux par après. Puis j'aurai plus le sentiment d'être ligoté. Oui, ça va être quand même des choix réfléchis. Ça va toujours rester des choix réfléchis. Je vais toujours avoir cette espèce d'awareness-là, de faire des bons choix, parce que je le sais que quand j'ai acheté mon char neuf, c'était de la merde comme choix. Puis je le sais que quand j'ai pris ma marge de crédit, c'était de la merde comme choix. Mais, je vais quand même avoir rétabli ma situation suffisamment pour pouvoir me redresser et pouvoir penser pas juste pour moi, mais pouvoir penser en commun aussi. Ça va tout changer à ce niveau-là. Puis au risque de me répéter, je suis dans mon véhicule seulement pour les 3 premières dettes sur 5. Les dettes étudiantes seront remboursées au cours de ma vie. Quand je vais avoir réintégré ma carrière. Ça va se faire au cours des 10 prochaines années. Moi, ce qui m'intéresse principalement en ce moment, c'est les cartes de crédit. Pourquoi? Parce que les paiements minimums sont proportionnels au solde. Plus je rembourse mon solde, plus mon paiement minimum diminue. Et plus mon paiement minimum diminue, plus mes obligations mensuelles seront moins importantes. J'étais à 2150 $ par mois de paiement minimum, pas juste de dépenses totales. J'inclus rien là-dedans, là. J'inclus pas de loyer, j'inclus pas d'épicerie, j'inclus pas d'essence, j'inclus pas de magasinage de toutes sortes. J'inclus pas de cellulaire. J'avais 2150 $ par mois de paiement de créanciers, que ce soit les cartes de crédit ou les dettes étudiantes. Alors, mon but, c'était de réduire, voire supprimer les soldes de cartes de crédit pour me permettre d'avoir seulement, au final, les paiements de prêts étudiants remboursés pour, finalement, mieux intégrer ça à un budget mensuel et être capable d'avoir une vie plus que normale. Et, hopefully, pouvoir accueillir une femme dans ma vie afin de pouvoir partager des projets. C'est mon objectif. Je veux pas être radin toute ma vie, sauf que c'est un move qui est nécessaire pour retrouver une vie normale le plus rapidement possible et pouvoir ouvrir ma vie et mon cœur à quelqu'un d'autre, sans me sentir mal et sans me mettre de bâton dans les roues. Alors, j'espère que ça a pu sonner une cloche en vous
que ce soit pour vos propres motifs, vos propres défis. C'est pas obligé d'être lié à l'argent. Mais sachez que peu importe la circonstance, l'important c'est d'avoir la clarté de ce qui se passe. Sortez de votre tête le plus possible. C'est important de sortir de sa tête. Parce que dans notre tête, là, si on clarifie pas ça, c'est un hamster qui roule sans fin. Puis ça, c'est dangereux. Mettez sur papier, écrivez. Faites du journaling. Tu sais, c'est pas pour rien, hein? Journal de résilience. Mettez sur papier, mettez des mots. Pas obligé d'être un texte, là. Pas obligé d'écrire un livre, là. Mettez sur papier. Soyez stratégique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que ça vous fait? Puis qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'immédiat ou comme plan de match, comme horizon dans le temps pour changer les choses? Tu sais, si par exemple vous êtes endetté, là, j'ai plein de dettes, j'ai plus d'argent, je fais pas assez d'argent. C'est trop flou, ça. C'est quoi votre dette? C'est quoi votre paiement minimum? C'est quoi votre taux d'intérêt? C'est quoi votre terme? Placez-les en ordre ou whatever. Exposez-les vos chiffres. Je fais pas assez d'argent. Combien vous faites? Combien par paye? Qu'est-ce que vous pouvez vous chercher dans l'immédiat pour peut-être augmenter vos revenus? Que ce soit de la livraison ou du gardiennage ou de l'aménagement ou de la construction, name it. Lavage de gouttière. Tu sais? Mais mettez vraiment des chiffres. Faut que ça soit détaillé. Faut que ça soit mesurable. Ça vous permet d'être plus clair. Fait qu'au lieu de dire j'ai pas d'argent, vous allez pouvoir dire il me manque 100$ par mois pour arriver, mettons. Vraiment de pouvoir mettre un chiffre clair et net là-dessus. Puis ça, je vous le dis, ça va vous aider à sortir de votre tête, à avoir l'impression que vous devenez fou, puis à être un peu plus en mode solution qu'en mode panique. Sur ce, merci énormément de votre confiance, merci de m'écouter. Puis on va se retrouver pour le 2e épisode prochainement de Journal de résilience. Attention à vous, excellente journée. Au revoir.